Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau séminaire qui est organisé par la société Maté Compliance. Vous êtes très nombreux à vous être connectés et nous sommes ravis. Nous les remercions pour cette formation qui sera, j'en doute pas, fort intéressante une fois de plus. Donc Maté Compliance sont spécialisés dans tout ce qui est TVA à l'international. Béatrice Bultel vous l'expliquera mieux que moi hein, dans son préambule. N'hésitez pas, si vous avez des questions tout au cours du webinaire, à les poser dans le chat. Je crois qu'ils ont prévu de vous répondre au fur et à mesure, ce qui est très rare. Et éventuellement, les questions qui seront peut-être les plus intéressantes, qui pourront intéresser le plus de monde, seront elles-mêmes reprises du coup en fin de webinaire. Je vous souhaite à tous une très bonne formation et puis je vous souhaite une bonne journée également. Au revoir. Et je passe la Merci, parole du coup, pardon, à Béatrice Bultel. oui, merci Nathalie. Bonjour à tous, merci à tous d'être là. Merci à Nathalie et à l'Ordre des experts comptables Occitanie de nous avoir permis d'échanger avec vous ce matin autour de la TVA à l'international. Donc, comme on vous le disait, vous allez pouvoir vous poser vos questions dans l'onglet questions qui est en haut à droite et nous allons essayer d'y répondre au fur et à mesure et même entre chaque partie de prendre des questions comme ça par oral. À la fin du webinaire, vous allez recevoir le support et le lien pour le replay. Voilà. Alors, nous allons donc parler ce matin de l'autoliquidation de la TVA à l'importation, des assujettis non redevables qui font des opérations à l'international, la loi de finances avec un focus TVA et la facturation électronique. Alors, pour ce webinaire, ce sera présenté par Nicolas Dasta, qui est donc président de Maté Compliance, et pour la partie facturation électronique de notre directrice réglementaire Alexia Bessy, qui est aussi spécialiste de la facturation électronique. Voilà, alors avant de commencer, je vous propose juste un petit rappel de qui nous sommes et pourquoi nous venons vous parler comme ça de la TVA internationale. Alors, Maté Compliance, nous sommes 55 spécialistes de la TVA internationale, donc nous sommes vraiment dans une niche. Nous sommes depuis plus de 30 ans partenaires des experts comptables. On vous aide dans les problématiques de vos clients avec des métiers principaux qui sont déjà, avec Maté Intracom, la déclaration des DEB et des DES. Nous sommes les premiers tiers déclarants en France pour ces déclarations-là, donc maintenant qui s'appelle EMEBI ERTVA. Nous sommes également avec EasyTax représentants fiscal à l'étranger. Quand vos clients ont besoin d'être immatriculés à la TVA, on peut leur obtenir le numéro de TVA étranger et nous occuper des déclarations de TVA locales. Et nous sommes organisme de formation agréé Calliope autour de la TVA et de la douane. Alors, si on veut faire un mini zoom sur ces trois métiers, déjà pour les MEBI, ERTVA, DES et Intrastat, c'est vrai que nous sommes les premiers tiers déclarants en France, ce qui vous permet vraiment de sécuriser toutes les opérations de vos clients. Et en plus, avec la copie de la déclaration qu'on vous envoie tous les mois, on vous envoie un fichier Excel qui est en fait une synthèse CA3 pour rester toujours en cohérence avec votre CA3. Depuis plus de 30 ans, on a appris à parler CA3 avec vous et on sait toujours que votre dernière question, c'est et sur ma CA3, c'est sur quelle ligne. Donc, grâce à ce fichier Excel, on pourrait voir, je crois qu'il y a sur le slide suivant, il y a un exemple où, voilà, où on reprend sur le premier onglet la CA3 en indiquant les montants et sur les autres onglets le détail des opérations. Comme ça, on est toujours en cohérence. Notre deuxième métier avec EasyTax, donc quand vos clients ont besoin d'être immatriculés à la TVA à l'étranger parce que l'opération qu'ils y font nécessite de la TVA locale, on peut obtenir le numéro de TVA et nous occuper des déclarations de TVA locales.
et on vous met pareil toujours en copie pour toujours tout sécuriser. Donc chez nous, ça va être un consultant dédié qui va s'occuper de l'entreprise dans sa globalité, hein, même s'il y a plusieurs numéros de TVA à gérer, ce sera une seule personne pour vraiment tout sécuriser. Vous aurez donc sur la présentation le rappel de notre site easytax.co. On vous invite à le consulter. C'est une mine d'or d'informations pays par pays. Et il y a même un simulateur TVA si vous n'arrivez pas à nous joindre pour savoir si votre client a besoin d'être immatriculé ou pas. En répondant aux questions, ça vous dira s'il faut une immatriculation ou pas. Ensuite, pour mater formation, donc des formations autour de la TVA, de la douane, vraiment toujours très concrètes, hein, on n'est pas là pour vous répéter le BOFIP ou autre. On vous le traduit et surtout on parle en pratique de ce que font nos clients et comment bien sécuriser à chaque fois selon le sujet les choses. Des formations autour de la TVA intracommunautaire. On a notre formation de base, intracom, extracom. Alors là, donc, elle dure une journée, c'est en classe virtuelle. On en a tous les mois pour vraiment vous donner toutes les clés des échanges et des déclarations adéquates. Une formation qui cartonne de plus en plus cette année, on a dû rajouter des dates, c'est la TVA et digitale, voilà, avec toutes les problématiques de e-commerce, les achats, les ventes sur Internet. Voilà, on vous dit tout pendant cette formation, on vous donne vraiment les clés pour vous y retrouver. Pour l'actualité, avec les Jeux Olympiques aussi, on fait pas mal de formations autour des agences de voyage, organisateurs d'événementiels ou les loueurs meublés, les fiscalités des locations. Toutes ces formations existent en date catalogue, mais aussi en intra, et on peut en faire sur mesure chez vous, pour vous. On a aussi une formation certifiante éligible au CPF de TVA internationale. Elle dure 3 jours. Elle est assez costaud, mais vous ressortez de ces 3 jours avec un diplôme reconnu par l'État. Prochaine session en décembre. Et comme je vous le disais, nous faisons des assistances réglementaires autour de la TVA internationale et même de la douane, donc soit sous forme de hotline TVA, soit sous forme écrite d'assistance réglementaire écrite, des audits selon les opérations. Et enfin, dans le cadre de la facturation électronique, nous faisons aussi des assistances réglementaires pour vraiment calibrer les factures en termes de TVA, de mention, pour tout sécuriser, éviter que par le futur, elle reste bloquée dans les PDP. Voilà, mais ça, on vous en dira plus à la fin du webinaire. Je vais laisser la parole maintenant à Nicolas Dasta pour la suite du webinaire et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais juste repartager mon écran. Je tiens également à remercier le CROEC Occitanie de faire confiance et nous sommes ravis d'être partenaires de cette si belle région. Donc le premier sujet, autoliquidation à l'importation, nous avons choisi d'y revenir parce que nous avons régulièrement des questions, bien que la mise en place date de 2 ans aujourd'hui. Il y a toujours pas mal de questions. Donc on va se pencher sur les bases imposables à déclarer, qui, on va le voir ensemble, ne correspondent pas aux factures d'achat des fournisseurs établis dans des pays en dehors de l'Union européenne. Donc l'année de mise en place, c'était 2022. La compétence de la TVA douanière a été transférée à la DGFiP et désormais ce sont les services comptables, les cabinets d'expertise comptable qui sont en charge de déclarer et d'autoliquider la TVA liée aux importations. Donc à l'écran vous avez une frise chronologique que l'on va commenter rapidement pour les différentes étapes d'une importation. Donc en haut à gauche, les marchandises partent des États-Unis par exemple. Sur le mois M, c'est la petite bulle bleue, l'importation est faite en France. Et les CA3, comme vous le savez, sont désormais pré-remplis. L'administration douanière communique ces chiffres à l'administration fiscale et vous retrouvez le 14 du mois M+1 les bases imposables
pré-remplis sur les CA3. Il vous faut contrôler, bien entendu, si vous êtes en charge des déclarations de TVA de vos clients, ces bases, en révision également, bien entendu, en commissariat également, il faut arriver à contrôler tout ça. Et vous avez jusqu'au le 24 du mois M+1 pour éventuellement corriger les bases qui seraient pré-remplies. On verra par la suite hein, de cette partie, dans cette partie-là, comment corriger les bases imposables et les principaux risques justement de ne pas corriger ces bases. On le verra en détail tout à l'heure. Le reste de la frise chronologique est dédié à des correctifs qui sont un peu plus complexes. On va aussi en parler après. Si on dépasse le 24 du mois M+1 et que l'on a à faire corriger les documents douaniers d'importation par les transitaires, par les représentants en douane. Donc le problème pour vous, c'est que, je vous le disais un peu plus tôt, dans la base d'imposition d'une importation, vous avez la facture d'achat américaine par exemple, mais aussi une série de prestations à l'importation, comme par exemple le transport international, l'assurance et d'autres types de prestations qui dépendent de l'Incoterm. Donc je vais juste faire un aller-retour sur cette diapo. Les Incoterms définissent les frais et les risques entre un exportateur que vous avez à gauche de votre écran et un importateur. Donc, si l'importateur est français, c'est notre cas, il va toujours payer un morceau des frais qui sont qualifiés de prestations à l'importation. C'est tout ce qui est bleu. Donc le transitaire, lorsqu'il va établir son document douanier, va lui procéder à ce calcul en ajoutant ou même en retirant, selon les Incoterms, certaines prestations à l'importation. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à être en totale cohérence entre les écritures comptables et les déclarations CA3. Donc, nous allons évoquer dans un premier temps ce mode de calcul et on va prendre tous les Incoterms sauf le DDP. Alors, le DDP, qu'est-ce que c'est? C'est important pour vous de le savoir. C'est le dernier Incoterm en bas de votre diapo avec lequel un vendeur, un Américain par exemple, un exportateur américain, s'engage à tout payer jusque les locaux de votre client français. Donc, si on achète en DDP, on n'a rien à ajouter à la valeur facture parce qu'on ne paye rien du tout. Donc tout ce qu'on va se dire dans un premier temps concerne les factures d'achat avec des Incoterms autres que DDP, donc pour laquelle la base imposable CA3 sera différente de l'écriture comptable liée à la facturation. Donc vous avez un exemple à l'écran d'une vente départ par laquelle l'importateur français va devoir se charger de tout, de l'enlèvement des marchandises dans les locaux du vendeur américain, le transport international, etc., jusque l'importation en France. Donc vous avez un exemple ici très rapide du calcul de ce qu'on appelle la valeur en douane, où on aurait ici dans notre exemple une valeur facture de 1000 avec une valeur en douane de 1650. Donc c'est cette valeur en douane-là qu'il vous faut vous tenter de vérifier et de valider. Je vous le disais un peu plus tôt, par contre, si vous avez un Incoterm qui est DDP, le fournisseur américain s'engage à régler tous les frais jusque les locaux de votre client. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas de différence entre votre écriture comptable et la base déclarée sur les CA3. Donc à l'écran, vous avez l'exemple d'une facture Grande-Bretagne ici, hors Union européenne. Vous voyez à l'écran que nous avons une valeur facture de 37 216 € et vous avez à la droite de votre écran le document douanier d'importation qui est la première source de contrôle pour vous, ce n'est pas la seule. On retrouve dans le petit carré rouge la valeur facture et surtout dans la case 47 qui s'appelle calcul des impositions, vous avez cette valeur en douane, cette base d'imposition TVA en douane que vous allez retrouver sur les CA3 lorsqu'elles sont pré-remplies. Et vous voyez que ici nous avons par exemple 38 800 et quelques euros. Donc c'est ce montant-là que vous devez valider sur les CA3 pour procéder à l'autoliquidation. Donc ça, c'est la première source de contrôle, le document douanier d'importation. Mieux, beaucoup mieux, vos clients peuvent vous donner un accès au portail de la douane.
qui s'appelle ATVAI, autoliquidation de TVA à l'importation. Donc vous aurez dans le support la méthodologie pour que votre client vous désigne en tant que tiers de confiance, pour que vous ayez vous-même accès à ce portail. On va en voir tout à l'heure un exemple, hein, une copie écran, pour retrouver toutes les importations de vos clients, pour aller checker que les CA3 sont correctement pré-remplis. Donc, mis à part le document douanier qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est encore mieux si vous avez un accès à ce portail. Autre élément sympa aussi pour vous, les transitaires, les représentants en douane peuvent faire des extractions mensuelles aussi pour vos clients, des fichiers Excel pour vous donner quelque chose de lisible. Donc vous avez à l'écran, en haut de la diapo, un screenshot justement du site de la douane, par lequel vous pouvez faire une extraction également sur Excel, hein, vous l'avez en bas de l'écran, pour aller pointer les importations de vos clients. Pointer, c'est bon, on va faire la CA3 avec les mêmes bases imposables. Nous avons quand même une difficulté qui est la cohérence avec la compta. Donc, pour établir cette cohérence, il vous faut comptabiliser deux types de frais. La facture d'achat, bien entendu, qui est importante, hein, en compte 607. Et puis, vous avez sur la facture des transitaires, toujours à l'importation, des prestations qui sont exonérées de TVA et des prestations taxables. Les prestations exonérées de TVA, c'est celles qui entrent dans le calcul de la base TVA à l'importation. C'est pour ça que le transitaire vous les facture hors taxe, parce qu'elles doivent être soumises à autoliquidation sur les CA3. Donc cette série de prestations comme le transport à l'import par exemple est à comptabiliser dans un compte 608.7 qui va aussi alimenter les comptes de TVA pour constater l'autoliquidation, et vous venez comme ça fortement réduire le manque de cohérence entre la compta et la CA3. Alors, ensuite, je vous le disais, il y a plusieurs cas où les représentants en douane ont l'obligation de corriger ces déclarations en douane. Le plus gros risque, il y en a plusieurs, mais le plus gros, c'est de laisser apparaître des bases d'imposition sur une CA3 alors que nous ne sommes pas acheteurs des marchandises. On va juste en parler. Donc ce serait plutôt le cas 3 où l'importateur A été considéré à tort comme à la place de l'importateur B, deux filiales par exemple, hein, au sein d'un même groupe. Et puis vous avez souvent des expressistes comme UPS, DHL ou FedEx par exemple, qui font absolument n'importe quoi et qui considèrent le destinataire d'un colis comme l'importateur, donc comme le propriétaire de la marchandise. Donc dans ces différents cas, vous aurez ça sur le support écrit, hein, donc je vais passer rapidement. Il faut corriger. Le plus gros risque, je vais vous en parler, c'est de laisser apparaître des bases pour des marchandises dont nous ne serions pas propriétaires. Pourquoi? Parce qu'à l'importation, le droit à déduction est conditionné à la notion de propriété. Donc si vous êtes considéré à tort comme l'importateur, à la place d'une autre société, vous n'avez pas le droit de déduire cette TVA. On peut parler également de prestataires de services qui importent des marchandises pour les transformer, les emballer, les réparer. Ils ne sont pas propriétaires. Les marchandises sont réexportées après prestation. Il ne faut pas que vos clients soient ici désignés comme propriétaires des marchandises également. Hein, c'est vraiment le plus gros risque ici. Donc vous avez à l'écran un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui est une question préjudicielle, hein, donc qui s'applique comme une loi dans tous les États membres. C'est venu fortement perturber les notions douanières, hein, que tout le monde avait avant, mais encore une fois, on ne peut pas être importateur si on n'est pas propriétaire des marchandises. Voilà, donc ça c'était la partie TVA et autoliquidation. Nous avons convenu de collecter quelques questions, s'il y en a, entre chaque partie. Béatrice, je ne sais pas s'il y a quelques questions. On vous entend pas, Béatrice, là.
Excusez-moi. Oui, il y avait une question. Comment faire dans ce cas-là? Mais comme on ne sait pas à quoi elle se reporte, on va prendre la deuxième. Dans le cas du dropshipping, alors, hop. Dans le cas des dropshipping, les bases d'imposition de la TVA sur l'importation sont souvent erronées. Avez-vous une solution pour pallier ce problème? Alors, je crois comprendre et deviner la question. Donc, le dropshipping, donc on va être sur un acheteur-revendeur français qui achète en Asie, par exemple, et qui fait directement livrer ses propres clients qui pourraient être établis soit en France, soit dans un pays étranger. Et bien souvent, la valeur qui est déclarée à l'exportation en Chine déjà est minorée par rapport à la vraie valeur du fournisseur, parce qu'on a des taxes à l'exportation en Chine. Ça paraît assez étrange, mais les entreprises chinoises minorent souvent leur valeur. Et c'est cette valeur-là, asiatique, qui va suivre, on va dire, ces marchandises-là, et qui vont être ici considérées comme la valeur d'importation également pour le client final. Donc, alors que c'est ma valeur, moi, acheteur-revendeur, avec ma marge qui devrait être prise en compte à l'importation pour le client final. Donc là, sauf à s'appuyer sur des transitaires de confiance, sauf à faire consigner le fret aérien sur un transitaire dans un aéroport, sur une plateforme aéroportuaire bien précise, sauf à faire ça, si vous mettez tout sur le dos du fournisseur asiatique, vous n'aurez aucun moyen de sécuriser tout ça, sauf si vous avez un client super sérieux qui lui-même a son transitaire et veut déclarer la bonne valeur. Donc là, c'est une histoire de partenaire logistique et de transport qu'il faut sécuriser. D'accord. Autre question, c'est à l'expéditeur de corriger ou au réceptionnaire de voir avec le transporteur? C'est à l'importateur de corriger. La valeur à l'export peut être importante également si on parle d'une société française qui va minorer ses valeurs d'export pour faire plaisir à ses clients basés dans un pays tiers pour que ses clients payent moins de droits et de taxes. La douane française peut aussi pénaliser une boîte française qui minore ses valeurs à l'export. Mais en tout cas, nous on parle de société française, là donc c'est bien l'importateur qui doit dire à la douane avec un transitaire, la valeur c'est pas 10, c'est 50, parce qu'en cas de contrôle douanier, les pénalités sont copieuses. On n'est pas sur des pénalités comme en TVA, comme en fiscalité, avec des barèmes, avec des pourcentages. Le douanier est libre de pénaliser selon le tort que vous avez causé à l'État français, et le douanier tape fort. Donc là, on est sur des risques importants pour vos clients. D'accord, merci. Dernière question. Pour les autres, on répondra par la suite. Est-ce que tous les achats Amazon entrent dans cette procédure? Alors, tous les achats Amazon, non. Sur notre formation TVA et digital, on en parle, je vais vous en parler. Sur une facture Amazon qui se présente visuellement de la même manière, vous pouvez avoir des importations, des acquisitions intracom, des ventes domestiques parce que la marchandise est stockée en France, donc et d'autres exemples encore, mais sur ces trois exemples-là, vous allez devoir auto-liquider de façon différente sur la CA3. Acquisition intracom, importation ou autre opération, non, ou opération réalisée en France par des étrangers. Donc il y a plusieurs cas au niveau des factures Amazon, mais vous pourrez nous envoyer des exemples si vous voulez, on vous Tout répondra à fait. sur des cas pratiques. Voilà, dans ces cas-là, n'hésitez pas en envoyant le mail à joindre bien la facture, comme ça on vous répond du tac au tac. On peut continuer, on répondra au fur et à mesure aux questions. Ok, Merci super. Nicolas. Alors, seconde partie TVA, nous avons régulièrement des questions sur les assujettis non redevables Oui, qui oui, font. Mais en fait, je ne vois pas les questions. Je t'ai marqué, je suis. Alors, on vous entend, Béatrice, attention. On vous entend. c'est dans l'onglet Béatrice, votre micro, Béatrice. Le son. Alors, excusez-nous, petit souci technique. Donc là, nous parlons d'assujettis non redevables qui font des opérations internationales et nous avons créé cette partie du webinaire parce que nous avons souvent des questions de votre part. Donc, on parle des franchisés en base, par exemple, mais pas que.
des prestations qui ne font que un chiffre d'affaires exonéré de TVA, un médecin, un assureur, un courtier en assurance par exemple, est également un assujetti non redevable. Donc tout ce public-là peut être confronté à des opérations internationales et souvent nous avons constaté un manque de réactivité au sein des cabinets par rapport à ça. Donc c'est un point dédié à ce public qui est présent dans presque tous les cabinets. Donc, nous prenons l'exemple d'un dentiste, pourquoi pas, qui va acheter du mobilier en Allemagne, la chaise, etc., etc. Donc, il doit se demander, ce dentiste, s'il doit s'identifier à la TVA ou pas pour déclarer la TVA liée à l'acquisition intracom. Donc là, nous avons un seuil de 10 000 euros. Si ce seuil n'est pas dépassé sur l'année civile, le dentiste n'a pas besoin de s'identifier à la TVA et il va supporter une TVA allemande parce qu'il ne pourra pas communiquer un numéro de TVA à son fournisseur allemand. Si par contre ce seuil est dépassé, ici, votre client est dans l'obligation de s'identifier à la TVA en France pour autoliquider la TVA. Alors, autoliquider sans droit à déduction, parce qu'il n'aura pas droit de déduire la TVA, qu'il soit franchisé en base ou, euh, ou, euh, ou exonéré de TVA sur son chiffre d'affaires. Mais voilà, il faut surveiller ce seuil, parce que si ce dentiste est contrôlé, il aura en compta des factures TVA allemandes incluses, et le vérificateur va lui demander par-dessus une TVA française, sans droit à déduction, comme on l'a dit tout à l'heure. Un assujetti non redevable qui importe, quelqu'un qui crée une société qui commence à importer de la décoration d'Indonésie ou d'ailleurs, ce qui est assez courant, cette personne-là doit également s'identifier à la TVA. Là, nous n'avons aucun seuil à dépasser. Hein, c'est dès le premier euro, aucun seuil. Les assujettis non redevables doivent tout de suite prendre un numéro de TVA pour pouvoir être considérés comme importateurs sur un document douanier. Cette personne-là, qui va s'identifier à la TVA, va perdre le bénéfice du RSI et passe tout de suite au régime normal de TVA. Donc c'est un peu embêtant parce qu'il va devoir faire plusieurs déclarations sur l'année, mais une importation déclenche le régime normal en matière de TVA. Alors nous avons également le cas de prestations ou d'achat de marchandises qui sont imposables en France. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Si un auto-entrepreneur français fait appel à un prestataire espagnol, pourquoi pas, pour venir l'aider à faire de la rénovation d'immeubles, par exemple, des travaux BTP, on est sur une prestation que l'on appelle, nous, pour être concret, soumise à dérogation. Parce que la TVA est due au lieu de l'immeuble. Donc on a cet exemple-là, on a l'exemple d'une location de moyens de transport, par exemple. Donc on a une série de prestations comme ça qui sont imposables en France. Et donc, lorsque ces prestations sont faites par des étrangers, on parle de ça, ça va engendrer des obligations pour vos clients. Pour un achat de marchandises, nous avons également des achats de marchandises qui sont considérés comme imposables en France et qui sont réalisés par des étrangers. Donc, quelqu'un qui vient par exemple livrer et installer une marchandise en France, un étranger qui va livrer votre client français à partir d'une plateforme de stockage en France, par exemple. On a comme ça une série d'exemples où on a donc une boîte étrangère qui fait une livraison de biens taxable en France, parce que les marchandises sont déjà en France, parce que le transfert de propriété, je mets des guillemets, le transfert de propriété se fait en France. Donc pour toutes ces opérations-là, il y a une époque où on demandait aux fournisseurs étrangers de prendre un numéro de TVA en France et de facturer TVA française incluse vos clients. Donc on parle bien de tout ça, mais l'article 283.1 qui a été mis en place il y a quelques années
dispense aujourd'hui ces étrangers de prendre un numéro de TVA en France si son client a lui-même un numéro de TVA en France. Donc, pour ces clients-là dont on parle, si votre client assujetti non redevable n'a pas de numéro de TVA pour une raison X, Y, peu importe, il n'en a pas besoin, là, le fournisseur espagnol, par exemple, facturera une TVA française à vos clients, ce qui est tout à fait normal. Par contre, si, et pour vos clients qui sont identifiés à la TVA en France, le fournisseur étranger n'a pas le droit de facturer une TVA française. Il facturera hors taxe et vos clients devront autoliquider une TVA en France. Donc, pour rester sur le sujet du jour, on parle d'assujettis non redevables qui n'ont pas de numéro de TVA. Donc, il est normal que des fournisseurs étrangers, pour certaines opérations, fassent apparaître une TVA française sur leur facture. Lorsque ces clients-là, un auto-entrepreneur par exemple, fait une vente de marchandises à un client européen, donc une livraison intracom, bah, écoutez, il n'a pas besoin de numéro de TVA ici. On ne parle plus de livraison intracom exonérée de TVA. Il n'a plus besoin, on le verra, de faire une DEB également. Donc là, aucun souci pour vendre une marchandise en Union européenne. Vos clients feront comme d'habitude et feront des ventes non soumises à TVA. Les ventes à distance. Donc là, on parle d'une société qui va commencer par faire ce qu'on appelle de l'e-commerce. Donc la vente à distance se définit comme une vente en Union européenne pour laquelle le vendeur est en charge du transport et pour laquelle le client n'a pas de numéro de TVA. Donc on n'est pas obligatoirement sur des prises de commandes sur Internet et des paiements sur Internet. Hein. La qualification, c'est j'expédie et je vends une marchandise à un particulier européen. Pour les ventes à distance, vous avez certainement vu passer le nouveau seuil depuis quelques mois. On a un seuil de 10 000 € aujourd'hui pour toutes les sociétés. Si on ne dépasse pas ce seuil de 10 000 €, et ce seuil correspond à la globalité des ventes à distance que l'on fait partout en Union européenne sur une année civile, donc le seuil est très faible et très vite dépassé. Si ce seuil n'est pas dépassé, on va facturer comme si on facturait à des clients français. Donc pour quelqu'un qui a un numéro de TVA, on va facturer en TVA française. Pour un assujetti non redevable, il fera des ventes non soumises à TVA parce qu'il ne dépasse pas ce seuil. Par contre, s'il fait plus de 10 000 € de ventes en Union européenne, de vente à distance, là, ça entraîne l'obligation de taxer tout de suite, dès qu'on dépasse ce seuil-là, en TVA espagnole, en TVA allemande, en TVA italienne, avec la TVA du pays de destination. Donc si ce seuil est dépassé, là, tout de suite, votre client qui serait auto-entrepreneur est dans l'obligation de s'inscrire au guichet unique. Il n'a plus besoin maintenant de prendre des numéros de TVA dans tous les pays. Il peut déclarer tout sur le guichet unique qu'on appelle OSS, One Stop Shop. Donc il collecte de la TVA espagnole, italienne, il déclare tout, il reverse tout en France et l'État français dispatche cette TVA dans les États membres de l'Union européenne. Donc un assujetti non redevable qui se lance sur Internet, s'il ne dépasse pas le seuil de la franchise en base, peut quand même avoir une obligation TVA s'il dépasse ce seuil de 10 000 €. Le cas maintenant des exportations. Donc ici, on parle aussi par exemple d'une auto-entreprise qui va vendre une marchandise et l'expédier en dehors de l'Union européenne. Là, on parle bien de vente de marchandises pour les exportations. Ici, il faudra faire une déclaration en douane, pas d'identification TVA obligatoire. Votre client, avec son SIREN et son SIRET, aura néanmoins besoin d'un numéro qu'on appelle un numéro EORI,
c'est un numéro douanier, hein, entre guillemets, pour être reconnu de l'administration douanière. Donc là, pas de numéro de TVA, mais un numéro EORI pour vendre une marchandise en dehors de l'Union européenne. On a parlé acquisition intracom, je fais une petite synthèse, hein. On a un seuil à dépasser qui est 10 000 euros. On a parlé importation, pas de seuil, numéro de TVA tout de suite. On a parlé des opérations imposables qui sont faites en France par des étrangers. Pas besoin de numéro de TVA ici. L'étranger va facturer une TVA française. On a parlé des livraisons intracom, pas de numéro de TVA. On a parlé des exportations, pas de numéro de TVA. Et là donc, on va parler des achats de prestations. Allons-y, on a un médecin toujours qui va par exemple s'abonner à des revues spécialisées, scientifiques, médicales, peu importe, dématérialisées sur Internet, un abonnement Internet. On a ici par exemple une prestation qui suit la règle générale. Là, dès le premier euro, l'assujetti non redevable, hein, votre client, doit tout de suite s'identifier à la TVA pour constater une autoliquidation en France, sans droit à déduction, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, dès que l'on achète des prestations de services qui suivent la règle générale, on est obligé de payer la TVA en France parce qu'on est assujetti, hein, même si on n'est pas redevable. Donc là, dès le premier euro, comme les importations tout à l'heure, vos clients sont obligés de s'identifier à la TVA. On parle de vente de prestations maintenant qui suivent la règle générale. Par exemple, restons sur le cas d'un médecin qui, en plus de ses actes médicaux, chirurgicaux, etc., va facturer des honoraires de conférencier. Il va aller sur le congrès médical en Belgique et puis il va faire une conférence, il aura des honoraires. Là, c'est une prestation qui suit la règle générale, ce type d'honoraire. C'est assimilé à du conseil si vous voulez. Donc ici, un numéro de TVA est obligatoire tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on va demander à votre client médecin d'établir une déclaration européenne de services, une DES, dès le premier euro, pour les contrôles croisés TVA, hein, entre États membres de l'Union européenne. Donc, achat et vente de prestations qui suivent la règle générale, numéro de TVA dès le premier euro pour vos clients non redevables de TVA. Nous avons également choisi, parce que c'est assez courant, qu'on ait des auto-entrepreneurs qui se lancent, hein, dans tout ce qui est BTP, et qui font possiblement, lorsqu'on est frontalier ou pas trop loin de la frontière, faire appel à des prestataires espagnols par exemple ou italiens pour le sud-est. Donc là, on parle de ce que vous connaissez déjà bien, hein, la sous-traitance dans le cadre du BTP. Où nous avons l'entrepreneur principal, le client et les sous-traitants, hein. Il faut 3 parties pour avoir une notion de sous-traitance. Donc si votre client, qui est l'entrepreneur principal, fait appel à des sous-traitants, même français, hein, pourquoi pas. D'ailleurs, prenons le cas d'un sous-traitant français. Donc il fait appel à un sous-traitant français. Ici, l'entrepreneur principal, qui est votre client, est redevable de la TVA. Ici, on n'a pas de seuil non plus à dépasser, hein. La règle est claire depuis quelques années. Donc là, l'autre entrepreneur français qui fait appel à un sous-traitant français dans le cadre de travaux immobiliers a obligation de s'identifier à la TVA tout de suite également pour constater l'autoliquidation. Alors nous avons également quelques questions de temps en temps sur les obligations déclaratives. On a commencé à en parler tout à l'heure. Donc la déclaration d'échange de biens, qui est devenue le MEBI et le RTVA, on n'a pas le temps d'en parler en détail, hein, aujourd'hui, et la déclaration européenne de services. Donc les franchisés en base, on en parlait un peu plus tôt, lorsqu'ils font une livraison intracom, n'ont plus l'obligation de faire la DEB XP, qu'on appelle ERTVA, hein, côté fiscal. Donc là, rien à faire. En revanche, on l'a vu un peu plus tôt, pour les services, une déclaration européenne de services demeure obligatoire, hein, dès qu'un auto-entrepreneur, un franchisé en base, vend une prestation qui suit la règle générale.
Donc ces numéros de TVA-là, on a vu plusieurs exemples. Je sais que ça va un peu vite, mais vous aurez le support qui récapitule tous les cas. Le support qui est diffusé, vous l'aurez également aujourd'hui ou demain. Vous avez sur le BOFIP un modèle de courrier qui permet justement au cabinet comptable de demander pour leurs clients non redevables un numéro de TVA. Et vous avez donc dans ce courrier-là, c'est toujours le même modèle qui n'est pas mis à jour, mais vous avez les exemples, je dépasse 10 000 euros en acquisition intracom, je vais faire des prestations de services. Bon, ils n'ont pas ajouté, je veux faire une importation, je veux acheter un sous-traitant BTP, etc. Mais bon, bref, vous mettez le bon motif dans ce courrier-là et vous l'envoyez au SIE pour obtenir un numéro de TVA. Le SIE souvent comprend pas trop. On a souvent ce genre de retour-là, mais bon, c'est important pour sécuriser ses clients en matière de TVA. Ok. Alors, je propose que nous fassions, non, alors, une petite pause, peut-être question sur cette partie-là. Oui, merci Nicolas. Alors, beaucoup de questions, on essaye Ouais. d'y répondre au fur et à mesure. On avait Sophie qui nous demandait pour une micro-entreprise en franchise de base, elle perd automatiquement sa franchise si elle réalise des importations? Ah, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est une bonne question. Non, le fait d'importer, donc vous l'avez compris, dès les premiers euros, on doit auto-liquider sans droit à déduction. Ça ne remet pas du tout en cause le régime des ventes non soumises à TVA. Donc on va rester dans la franchise pour les ventes, avec les seuils à pas dépasser. Pas de souci là-dessus. On ne doit pas commencer à collecter de la TVA parce qu'on a un numéro de TVA dans les situations qu'on a vues. Très bien, merci. Il y a ensuite Sandrine qui demande comment cela se passe-t-il pour une entreprise qui avait franchi le seuil de 10 000 euros et était inscrite au guichet unique, mais dont le seuil repasse en dessous des 10 000 euros. Alors, le seuil est à calculer sur une année civile. Donc, si on dépasse aujourd'hui, par exemple, au mois de juillet, le seuil, on va partir sur juillet-décembre en facturation TVA locale incluse, toute l'année suivante également. Et c'est à la fin de l'année, dans mon exemple 2025, si on dépasse plus le seuil sur N+1, on peut radier son inscription du guichet unique et recommencer à collecter plutôt une TVA française. Merci. Il y a Marlène qui demande si le vendeur de prestations européen fait une vente à distance pour un franchisé, c'est-à-dire qu'il lui paye la TVA à 20% sur le guichet unique, on a donc la facture avec le bon taux. Doit-on faire la déclaration de TVA puisque la TVA est déjà payée? Excusez-moi, j'ai eu une micro-absence, ou j'ai pas bien compris la question, si vous voulez. Pour un vendeur de prestations européen qui fait une vente à distance pour un franchisé, c'est-à-dire Ouais, qu'il lui paye la TVA à 20% sur le guichet unique. ok, On a donc une facture avec le bon taux. Doit-on faire la déclaration de TVA puisqu'on a déjà la TVA payée? je comprends. Donc ce serait un assujetti non redevable français qui achète une prestation en ligne, une prestation de formation en ligne par exemple. Il n'a pas rentré un numéro de TVA, il n'en a pas. Le prestataire qui fait les cours d'e-learning lui facture une TVA du coup française parce qu'il le considère comme un particulier. C'est ça la question, ok. Malheureusement, oui, le vérificateur va dire à votre client, écoutez, c'est vous le redevable de la TVA, il vous faut prendre un numéro de TVA, donc bien, oui, on aurait même une TVA française facturée à tort ici. Et comme je le disais un peu plus tôt, le risque est encore plus gros parce que le contrôleur va vous demander une autoliquidation sur le montant TTC parce que le redevable, c'est votre client et pas le prestataire informatique. Merci. Une dernière question, on répondra aux autres par écrit. Simona qui demande profession libérale non réglementée, micro-entrepreneur en franchise de base. Quelle mention obligatoire pour la TVA mettre en facture pour une prestation de service à un client entreprise en Allemagne, franchise de base ou article 41, directive européenne avec autoliquidation de l'acheteur? Euh, Pas franchise en base.
identification TVA pour faire une déclaration européenne des services. Le but de faire une DES, c'est de moucharder sur le client allemand parce que c'est lui le redevable, hein, c'est pour faire des contrôles croisés. Donc, on va mettre la mention européenne qui est la suivante. Autoliquidation de TVA, articles 44 et 196. On va vous le mettre dans le chat, enfin de la directive 2006-112-CE. Donc on parle d'autoliquidation ici parce qu'on va dire au client, en fait, c'est à toi de payer la TVA en Allemagne. C'est un peu l'esprit, la logique. Tout à fait. Très bien. Mais je vous laisse continuer, Nicolas. À tout à l'heure. Merci. Alors, dernière partie TVA, ça va aller assez vite. Ensuite, je laisserai la parole pour un point super important sur la facturation électronique. On a choisi de revenir sur les rapidement parce qu'il y a des mesures importantes quand même qui ont été prises en matière de TVA avec la loi de finances 2024. Alors première mesure intéressante pour les clients ici. On a créé un seuil de franchise en base harmonisé partout en Union européenne. Je vous donne des exemples pour que ce soit concret pour vous. Jusqu'à présent, vos clients français, on a vu l'exemple tout à l'heure, enfin on a pris quelques exemples, mais qui avaient besoin de facturer une TVA espagnole, par exemple, parce qu'ils vont bosser sur une maison, ils font les rénovations d'immeubles en Espagne, dès le premier euro, ils étaient obligés de prendre un numéro de TVA en Espagne. Ils ne pouvaient pas bénéficier du seuil de franchise en base locale, parce que ça existe un peu partout. Pareil pour un étranger en France, on demandait à l'étranger de prendre un numéro de TVA en France tout de suite. Donc ici, si on ne dépasse pas un chiffre d'affaires global d'opérations imposables dans les autres États membres de 100 000 euros, on n'a pas besoin de prendre un numéro de TVA en Espagne, par exemple. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les petites sociétés d'avoir créé ce seuil de franchise en base qui est harmonisé aujourd'hui. Voilà, donc les sociétés françaises, je vous le disais, n'ont plus besoin de s'identifier dans chaque État membre. Il y a eu quelques petits ajouts pour les importations avec la loi de finances. Les deux plus importantes, le premier point, toutes les boîtes étrangères qui viennent exposer leurs marchandises en France, et on a beaucoup d'activités à Paris, notamment sur tout ce qui est foire, expo, salon, lorsqu'ils viennent avec leurs échantillons, notamment, n'ont pas besoin de prendre un numéro de TVA pour importer leurs échantillons. Ça avait beaucoup bloqué au tout début, donc là c'est fini. Deuxième point aussi assez sympa, c'est une obligation légale pour tous les transitaires de donner la fameuse extraction Excel que je vous ai montré tout à l'heure, de donner toutes les infos relatives aux importations qu'ils ont réalisées pour vos clients pour contrôler les autoliquidations. Alors, cette mesure-là est importante pour vos clients qui font des œuvres d'art, objets de collection, d'antiquité. Nous avons toujours, jusque l'année prochaine, pour une galerie d'art par exemple, possibilité d'importer des œuvres. On va payer une douane à 5,5, une TVA en douane à 5,5%. Et nous avions possibilité d'opter auprès du SIE en disant voilà, moi j'exerce une option qui est prévue par le BOFIP. Je renonce à mon droit à déduction sur ces 5,5. Comme ça, je peux revendre en TVA sur marge. Alors que le principe de base du régime de la marge, c'est que si on a une TVA déductible, on ne peut pas, bien entendu, revendre en TVA sur marge. Donc c'est toujours possible jusqu'en fin d'année sur les œuvres d'art, donc de payer 5,5, de ne pas déduire et de revendre en TVA sur marge. L'Union européenne est venue un peu faire du ménage un petit peu ici, parce qu'il y a plusieurs pays qui se font la compétition pour attirer les ventes aux enchères notamment. Donc ici, en 2025, c'est fini. Ce sera même plus simple pour la compréhension. Il y a eu beaucoup de lobby parce que ça a failli être bien pire que ça. Et les galeries et les maisons de vente aux enchères ont fait un gros lobby. Donc aujourd'hui, on va toujours acheter à 5,5 et on va revendre à 5,5.
mais en tout cas, on ne pourra pas revendre en TVA sur marge. Voilà. Donc ça, c'est important pour vos clients galeries d'art ou équivalents. Quelque chose aussi qui intéresse beaucoup de monde hein, pour les prestations fournies en ligne. Donc là, on parle par exemple voilà, je prends un cours de formation en ligne, par exemple. C'est l'exemple qu'un expert comptable nous a donné tout à l'heure. Ici, ça vient clarifier en 2025 pour ces ventes qui sont faites en ligne, diffusées en ligne, on va suivre le régime des ventes à distance qu'on a vu un peu plus tôt. Je dépasse pas 10 000 euros, je facture une TVA française. Je dépasse 10 000 euros, je facture de la TVA allemande, par exemple. Donc ça va entrer dans la même réglementation que les ventes à distance de marchandises. Alors, quelques petites mesures et j'en finirai avec ma partie TVA. Les droits d'entrée sur les compètes e-sport sont passés à 5,5, comme les autres types de manifestations, théâtre, concerts, etc. Tout ce qui est centre équestre, et c'est bien pour eux parce que depuis quelques années, on les avait passés à 20, ils repassent à 5,5 également. Donc là, ça fait du bien à ces professions-là. Et on va avoir un taux réduit à 5,5 également, qui est repoussé. On attend la fin de l'été, enfin octobre, pour avoir le champ d'application d'un taux réduit pour des travaux de rénovation énergétique. Bon, les opérations complexes, je ne vais pas vous en parler parce que c'est une longue histoire qui concerne pas grand monde, donc c'est peut-être pas la peine. Voilà pour ma partie. Je vais quitter la scène, arrêter mon partage. Merci pour votre attention et je laisse la parole à Alexia Bessy pour la facturation électronique. Et bonjour à toutes et tous. J'ai le plaisir de discuter facturation électronique avec le CROEC Occitanie aujourd'hui. Donc, on va revenir sur les gros points de la facturation électronique et les mettre dans un contexte d'opération internationale et le tout avant votre pause déjeuner. Je vais vous faire un partage d'écran. Attention. Hop. Voilà. A priori, vous voyez l'écran. Alors, on va revenir sur le calendrier, puisque le calendrier a été modifié en fait en 2024, enfin a été modifié puisque la réforme devait entrer en vigueur en 2024 au 1er juillet, et donc vous en avez déjà plus qu'entendu parler, mais ce calendrier de déploiement de la facturation électronique en France se fera finalement en 2 vagues et sur une temporalité différente. Donc, au 1er juillet 2024, qui était la première date annoncée d'entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique, nous avons conservé l'entrée en vigueur de 4 nouvelles mentions obligatoires. Alors, la manière dont le décret a été modifié laisse tout de même entendre que ces 4 nouvelles mentions obligatoires ne concernent que les grandes entreprises. Nous allons y revenir, mais l'AIF demande quand même à toutes les entreprises de commencer à insérer ces 4 nouvelles mentions. Donc, ces 4 nouvelles mentions, ça va être le numéro sirène du client assujetti, voire le SIRET. Si vous l'avez, c'est encore mieux. L'adresse de livraison des biens, ça c'est très important, on va y revenir, mais la réforme de la facturation électronique, c'est une réforme TVA, ça va modifier les contrôles en matière de TVA, et l'adresse de livraison des biens, c'est une donnée qui est cruciale pour l'administration fiscale lorsqu'elle vérifie notamment l'exonération, par exemple, d'une opération intracommunautaire. Et bien la première chose qu'elle va vérifier, ça va être l'adresse de livraison des biens. Donc ça, c'est une mention obligatoire pour les grandes entreprises dès aujourd'hui, mais vraiment donner l'habitude à vos clients dès aujourd'hui de bien faire figurer sur leur facture l'adresse de livraison.
en plus de l'adresse de facturation. La désignation des opérations, eh bien, c'est dans le corps de la facture. Donc la facture, vous allez avoir la tête, le corps et le pied de la facture. Dans le corps de la facture, vous avez les lignes de facturation et dans les lignes de facturation, vous devez en fait demander la désignation en fait des opérations, donc les catégoriser en livraison de biens, prestation de services ou opération double quand on est dans le cadre d'une opération complexe unique et où on se retrouve avec les deux désignations. Et ensuite, vous avez l'option TVA sur les débits. Donc ça, je sais que beaucoup pensaient que c'était déjà obligatoire. Donc a priori, ça n'a pas vraiment posé de soucis. En décembre 2024, la prochaine étape, donc, ça va être la livraison de l'annuaire des entreprises par l'administration fiscale. L'annuaire des entreprises, ça va être un peu comme les pages jaunes en fait pour la facturation électronique. Chaque entreprise en fait va être liée à son numéro sirène et c'est grâce à leur numéro sirène que les entreprises vont pouvoir communiquer entre elles. Et pour les premiers tests, l'administration fiscale, enfin l'AIF en tout cas, qui est l'autorité du coup en charge du déploiement de la facturation électronique en France et de la création de la PPF, on y reviendra après, s'est engagé à permettre à toutes les PDP, mais également aux experts comptables, commencer à manipuler cet annuaire pour justement pouvoir s'assurer de du bon adressage des factures ou commencer à le remplir et voir que les numéros sirènes correspondent bien aux bonnes sociétés. Alors, au 1er septembre 2026, on va avoir l'obligation de réception des factures électroniques entre assujettis. Et ce qui est très important, c'est de bien comprendre, de bien retenir que cette obligation de réception dès le 1er septembre 2026, elle concerne toutes les entreprises. Donc, même les petites entreprises qui ne seront pas immédiatement soumises à l'obligation de la facturation électronique devront quand même être en capacité de recevoir des factures au format électronique. Et pour être en capacité de recevoir des factures au format électronique, ça veut quand même dire avoir déjà choisi sa PDP ou à minima avoir choisi de s'inscrire sur la plateforme publique, la PPF, pour être en capacité de recevoir les factures électroniques de fournisseurs qui, eux, doivent déjà les émettre. Au 1er septembre 2026, au plus tard, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire seront obligées, elles, d'émettre et de transmettre les factures électroniques entre assujettis, donc au format électronique, via la PDP, la plateforme privée ou la PPF, la plateforme publique de leur choix. Au 1er septembre 2027, au plus tard, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les micro-entreprises, parce qu'elles sont bien dans le périmètre de la réforme et c'est important de le rappeler, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, elles ont l'impression de ne pas être concernées, mais au 1er septembre 2027, elles devront également émettre des factures au format électronique. Alors, j'ai fait des focus par taille en fait d'entreprise. Donc là, on va avoir un focus sur les TPE-PME. Donc encore une fois, toutes les entreprises sont concernées par la réforme, y compris les entreprises qui sont en franchise en base de TVA. Ça, c'est très très important parce qu'encore une fois, la facturation électronique, c'est une réforme TVA. Et grâce à cette réforme, l'administration fiscale va pouvoir contrôler également les dépassements de seuil des franchisés en base. C'est pourquoi les franchisés en base, qui devaient être exclus du coup du périmètre de la facturation électronique, ont finalement été réintégrés. Donc pour les TPE-PME, à partir de fin 2024, on a dit qu'on va avoir la mise en ligne de l'annuaire des entreprises, qui sera peut-être pas accessible à tout le monde, parce que ça c'est encore un peu flou, mais a priori à vous experts comptables, vous pourrez commencer à le manipuler. Ça c'est très important. Au 1er janvier 2026, ils auront les 4 nouvelles mentions obligatoires à intégrer sur leur facture. Au 1er septembre 2026, obligation donc de réception des factures électroniques. Là, on aura l'inscription officielle dans l'annuaire des entreprises et donc là, on sera plus sur une phase de test. Il faudra vraiment que toutes les petites et moyennes entreprises vérifient bien que leurs numéros sirène et ciré sont corrects et figurent bien dans l'annuaire, sinon elles ne pourront plus recevoir les factures de leurs fournisseurs.
Et au 1er septembre 2027, obligation d'émission des factures électroniques avec le e-reporting en temps quasi réel et un e-reporting plus limité par contre pour les franchisés en base. Donc e-reporting en temps quasi réel, ça veut dire que c'est pas une facture, une transmission à l'administration fiscale, c'est 2 fois par mois environ les factures émises par l'entreprise seront transférées à l'administration fiscale. Les données de facturation, mais on va y revenir dans quelques minutes. Le e-reporting est plus limité pour les franchisés en base. A priori, on sera sur une transmission des factures des franchisés en base à peu près une fois tous les 2-3 mois. Là, on a un petit focus sur les ETI. Je ne sais pas si ce sont les entreprises qui vous intéressent en priorité. Donc, je me propose de passer sur ces slides, mais vous pourrez bien entendu les retrouver dans le support qui vous sera envoyé. Idem pour les grandes entreprises. Voilà. Donc là, on a de nouveau un petit focus sur les 4 nouvelles mentions obligatoires à insérer donc dès le 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises. On va vous expliquer donc ce que c'est exactement. Donc le numéro sirène, c'est ce qui nous permet de composer cet annuaire. C'est ce qui est vraiment, c'est les coordonnées d'adressage en fait des entreprises. Donc dès aujourd'hui, bien vérifier que les numéros sirènes sont présents sur les factures de vos clients et sur les factures de leurs propres clients, puisque c'est grâce à ces numéros sirènes que les factures vont pouvoir être envoyées entre assujettis. Le mieux, c'est même d'avoir le numéro ciré parce que ça permet de mieux adresser la facture, d'aller sur le bon établissement. Et les entreprises pourront donc envoyer les factures à leurs clients assujettis et recevoir les factures de leurs fournisseurs grâce à ce numéro. L'adresse de livraison, qu'est-ce qui va être contrôlé? Effectivement, ce sont les exonérations, donc on en a parlé tout à l'heure. Par exemple, le lieu d'arrivée des marchandises est déterminant afin d'obtenir le bénéfice de certaines exonérations en matière de TVA, notamment dans le cadre des livraisons intracommunautaires, dans le cadre des exportations, mais également pour obtenir le bénéfice du régime de faveur des opérations triangulaires intracommunautaires. Donc on est obligé de faire figurer ces adresses et l'administration fiscale pourra vérifier très très rapidement les règles TVA si ces mentions sont manquantes. La désignation des opérations, je vous l'ai expliqué, donc on ne va pas y revenir. Et l'option TVA sur les débits, le but c'est de contrôler les versements aux bonnes dates d'exigibilité. Alors, donc la facturation électronique, c'est une réforme TVA. J'insiste vraiment sur ce point parce que c'est la raison pour laquelle cette réforme a été imaginée. Nous entendons régulièrement que la facturation électronique, finalement, est une obligation qui concerne les systèmes d'information, qui concerne les logiciels, qui concerne uniquement la dématérialisation. C'est comme ça qu'elle est présentée souvent par le gouvernement français parce qu'effectivement, il y a des avantages en termes de dématérialisation du cycle de facturation pour les entreprises, mais c'est vraiment pour la TVA, pour contrôler la TVA plus facilement que cette réforme a été créée, imaginée. Donc cette réforme, exactement, elle vise à moderniser les obligations déclaratives à travers le développement de la facturation électronique et donc elle vise également à améliorer les contrôles de l'administration fiscale grâce à la transmission des données de facturation. Et c'est ça qui va vraiment intéresser l'administration fiscale, c'est le e-reporting, on va y revenir juste après. Mais le e-reporting va permettre à l'administration fiscale de vraiment avoir tous les éléments importants pour contrôler les factures de vos clients. Donc l'objectif, c'est d'avoir un système qui est suffisamment étanche pour éliminer la fraude à la TVA, mais également pour éliminer les erreurs en matière de TVA. Et ça, souvent, les clients n'en ont pas conscience, mais
les factures présentent souvent beaucoup d'erreurs en matière de TVA, que ça soit au niveau du formalisme, au niveau des mentions obligatoires qui sont manquantes, mais également au niveau de l'application des règles. La TVA est une matière complexe et les règles ne sont pas toujours bien appliquées par les entreprises, et encore davantage quand on est dans un contexte intracommunautaire ou dans un contexte international où les règles se complexifient. Donc la facturation électronique, on l'a dit, redit, mais c'est bien quand même de le rappeler. Elle s'appuie sur 2 gros volets. On va avoir le e-invoicing. Ça va être la transmission par voie électronique des factures entre vendeurs et acheteurs assujettis, ou entre prestataires et preneurs, mais entre assujettis, en tout cas en France. On y reviendra après également. Le e-reporting, lui, il consiste en la transmission par l'assujetti à l'administration fiscale du contenu de ses données de facture d'achat et de vente, ainsi que d'autres éléments comptables. Alors, les autres éléments comptables, pour le moment, ils ne sont pas précisés, mais par contre, la facture étant un document commercial, mais alors ça, c'est un aspect de la facture qui va complètement s'effacer les prochaines années. Le devis restera un document commercial, mais la facture ne le sera plus du tout. Ça sera vraiment un document comptable, un document fiscal. Et du coup, les éléments comptables ne sont pas encore complètement demandés par l'administration fiscale. Tout n'est pas encore précisé par les spécifications externes. On a encore plusieurs éléments ils ont encore plusieurs éléments à préciser. Mais en tout cas, au niveau TVA, ce qu'on sait, c'est que toutes les données de facturation utiles permettant de contrôler les règles de TVA par l'administration fiscale devront être reportées, devront être rapportées, j'ai presque envie de dire, à l'administration fiscale en tant quasi réel. Alors, les périmètres de la réforme française. Donc, pour le e-invoicing, ça concerne donc uniquement en France, sur la réforme française, ça concerne uniquement les entreprises françaises en B2B. Donc, ça veut dire entre une entreprise assujettie à la TVA et son client qui est également une entreprise assujettie à la TVA. Le e-reporting, il concerne les entreprises françaises, mais également les entreprises qui ne sont pas établies sur le territoire français, mais qui ont des obligations relatives à la TVA en France, que ce soit des obligations de déclaration ou de collecte et de versement de la TVA en France. Enfin, du coup, les deux vont souvent ensemble. Alors, le e-reporting concerne du coup les opérations B2B, les opérations en B2C et également les ventes internationales à des entreprises qui ne sont pas établies sur le territoire français. Ça veut dire que si vos clients émettent des factures à des particuliers, ils ne seront pas dans le champ du invoicing. Par contre, toutes les factures de tous vos clients seront soumises au champ du e-reporting. Les seuls qui sont pour le moment exclus, ce sont les importations, tout simplement parce que le document de base n'est pas la facture pour la détermination des règles TVA, mais c'est la DAU, comme vous avez vu en première partie d'exposé. Alors, la facturation électronique, elle sert donc au contrôle fiscal. On va voir du coup ce qui va être contrôlé en matière de TVA. Alors, donc ce nouveau contrôle fiscal, il va s'appuyer sur 3 éléments. Sur un contrôle en temps quasi réel, ça on l'a dit. Sur un contrôle en double flux, ça c'est le plus important, puisque on va avoir d'un côté le e-reporting des factures de vente et de l'autre côté des factures d'achat. Donc en fait, les données de vente et d'achat vont être croisées. Donc les erreurs en fait en matière de TVA, les éventuelles fraudes ne pourront plus passer puisque l'administration fiscale aura les informations des deux côtés en temps quasi réel. Et ensuite, le troisième volet, ça va être le champ d'application très large. On l'a vu, le e-reporting, à l'exception des importations, tout est dans le champ du e-reporting. Alors, le deuxième point important, c'est que la TVA, la facturation électronique, c'est une réforme TVA, oui, mais c'est aussi une réforme européenne.
Et c'est vrai que dans les communications sont de plus en plus nombreuses sur la facturation électronique et c'est très bien parce qu'on sent vraiment cette année un enthousiasme, un engouement et on sent vraiment que les entreprises sont en train de s'organiser pour la facturation électronique. On voit que vous, experts comptables, vous les accompagnez dans cette réforme et vous vous formez aussi régulièrement avec votre ordre. Mais ce qui est peut-être moins dit, et ce qui nous concerne, nous, chez Maté, en priorité, c'est de remettre cette réforme dans un contexte européen. Parce que la facturation électronique en France doit être mise dans un contexte européen, mais également voir ce qui se passe chez nos voisins européens pour bien comprendre le périmètre des obligations de chacun. Donc, ce qu'on va surtout retenir au niveau de l'Union européenne, c'est que l'objectif est commun, c'est-à-dire que tous les États membres, l'Union européenne, est unanime pour dire que tous les États membres devront basculer d'ici 2030 dans la facturation électronique. Donc tous les États membres devront chacun dans leur coin, dans un premier temps, c'est-à-dire État membre par État membre, prévoir un système de facturation électronique. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus frappant, c'est que nous n'avons pas de texte européen qui vient harmoniser et qui nous permet d'avoir des éléments communs. Donc on en a quand même quelques-uns, on va y revenir tout à l'heure. Mais pour le moment, la seule chose dont on est vraiment sûr, c'est cette volonté commune d'aller vers la facturation électronique pour 2030. Donc le projet VIT in the Digital Age, le projet VIDA, n'a pas pu être voté, mais c'est pas à cause de la partie facturation électronique, parce que ce projet de directive européenne de modernisation de la TVA et de facturation électronique, en fait, était prévu en 3 piliers. Il y a un pilier qui a été bloqué systématiquement par l'Estonie. Comme la règle avec l'Union européenne, c'est l'unanimité. Si un pays pose son veto sur une mesure, ce n'est pas possible en fait de faire, c'est pas possible en fait de voter la directive, enfin c'est pas possible que la directive entre en vigueur. Donc on sait en fait sur quoi l'Estonie bloque et ce n'est pas sur la facturation électronique. Donc tous les États membres étaient d'accord sur cette mesure. Les États membres, donc ça je vous l'ai dit, ils visent une harmonisation pour 2030. Alors, maintenant, on va se réintéresser à ces deux gros piliers de la facturation électronique. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le e-invoicing dans l'Union européenne et qu'est-ce qui se passe avec le e-reporting dans l'Union européenne? Donc, dans l'Union européenne, le e-invoicing, ça veut dire une éventuelle transmission de factures entre assujettis établis dans différents États de l'Union européenne, à ce jour n'existe pas. C'est-à-dire que chaque pays, chaque État membre va prévoir un système de e-invoicing dans son État membre qui concerne le périmètre qu'il veut, mais aujourd'hui, il ne va pas y avoir d'obligation pour une entreprise française d'envoyer à son client assujetti allemand ou italien sa facture par voie électronique. Il faut quand même savoir que des pays, des États membres, enfin surtout l'Italie, qui a été le pays pilote de la facturation électronique dans l'Union européenne, puisque depuis 2019, ils utilisent ce système et chaque année, ils élargissent un petit peu plus son champ d'application. Les fournisseurs italiens, aujourd'hui, essayent de pousser pour pouvoir envoyer à leurs clients assujettis dans toute l'Union européenne leurs factures sous format électronique. Et donc, ils s'attendent à pouvoir les envoyer et que le client français puisse être en capacité de recevoir ces factures. Et on a beaucoup de fournisseurs qui refusent même de les envoyer sous format PDF. Ce qui est encore autorisé en Italie, c'est donc c'est encore autorisé. Mais pour eux, c'est tellement devenu une normalité, puisque ça fait maintenant 5 ans que la réforme est rentrée en application, que en fait, même s'ils ont la possibilité de faire un PDF, pour eux, ce qui est facile, c'est de faire de la facturation électronique. Donc, au niveau du e-invoicing, l'ordre des experts comptables, notamment, a quand même souligné à plusieurs reprises à l'AIF
que c'était quand même assez dommage de ne pas pouvoir s'échanger des factures entre assujettis dans l'Union européenne, alors que les administrations publiques dans l'Union européenne ont déjà depuis de nombreuses années l'obligation de s'échanger entre elles des factures sous format électronique. Et donc, ce qui a été appelé des vœux de l'ordre des experts comptables, pas que, mais aussi beaucoup, c'est d'utiliser le réseau PayPal. Le réseau PayPal, c'est donc ce réseau de transmission en fait de factures qui est prioritairement aujourd'hui utilisé par les administrations publiques dans l'Union européenne, mais qui pourrait éventuellement servir comme une sorte d'annuaire à l'échelle de l'Union européenne. Alors, on n'est encore pas assez mature sur ce point parce qu'il y a des autorités PayPal qui doivent être désignées dans tous les États membres. En France, on n'a pas encore désigné cette autorité. Je pense que l'ordre des experts comptables se propose d'être référent PayPal. C'est encore à discuter. Je ne sais pas du coup où ça en est et ce que va décider l'AIF, qui se proposera peut-être elle-même d'être l'autorité référente française. Donc, vous pourrez retrouver les détails concernant PayPal dans cette diapositive et surtout voir que quand même PayPal a un écueil qui n'est pas un écueil qui n'est pas de moindre mesure, c'est que PayPal, c'est un PAN européen. Donc, qui dit PAN dit inter-Union européenne. Et donc, quand vous sortez de l'Union européenne, vous ne pouvez plus échanger les factures avec ce réseau. Souvent, quand les entreprises ont des flux dans l'Union européenne, des flux internationaux dans l'Union européenne, elles vont également en avoir avec d'autres États de l'Union européenne, encore énormément avec le Royaume-Uni. La France a un commerce international très vif avec le Royaume-Uni et c'est assez compliqué du coup d'avoir un réseau avec sa PDP en France, PayPal pour les factures, les opérations intracommunautaires et après encore un autre système pour les autres opérations. Il faut savoir qu'il y a énormément de discussions qui sont faites dans le monde entier, y compris à l'échelle de l'OCDE. Et l'Union européenne a déjà trouvé un accord avec les États-Unis pour avoir une interopérabilité. On va revenir sur cette notion juste après, mais pour pouvoir s'échanger des factures justement facilement, fluidifier au maximum les échanges de factures entre fournisseurs américains et clients assujettis français, ou inversement entre fournisseurs européens et clients américain. Alors, le e-reporting dans l'Union européenne, eh bien, ça, c'est important, c'est que chaque État membre est libre de le déterminer. Et la plupart, en fait, des États membres considèrent que les entreprises étrangères qui ont des opérations imposables à la TVA dans leur État membre ou avec des déclarations TVA à faire dans leur État membre sont soumis au périmètre du e-reporting. Donc, ça veut dire que il faut bien identifier les entreprises qui réalisent des opérations intracommunautaires, identifier avec quels États membres elles travaillent et être bien au point avec le périmètre du e-reporting de chaque État membre pour pas que votre client loupe en fait ce périmètre et loupe cette nouvelle déclaration, parce que finalement le e-reporting ça reste une déclaration, et loupe cette déclaration dans un État membre dans lequel il travaille. Alors, donc chaque État membre est libre de déterminer son périmètre, est libre de déterminer les modalités. Donc quand je parle de modalités, eh bien ça va être est-ce qu'on va passer par un modèle où on va avoir comme en France une plateforme publique et à côté des acteurs privés, donc la fameuse PPF et à côté les PDP, ou alors est-ce qu'on va se retrouver dans un modèle plus centralisé comme l'Italie où tout doit passer par la plateforme publique. Donc les modalités sont libres, chaque État membre peut faire comme il veut. Le point commun donc à la plupart des États membres, on l'a dit, mais c'est que les entreprises étrangères qui réalisent des opérations qui entrent dans le champ d'application de la TVA de leur État membre doivent soumettre au e-reporting ces factures. Alors,
Donc en France, on a environ entre 200 000 et 300 000 entreprises qui réalisent régulièrement des opérations intracommunautaires. Il faut savoir que ce chiffre, il augmente régulièrement depuis 1992 pour les livraisons de biens. Avec le développement du commerce électronique, on n'a pas encore les nouveaux chiffres, mais on sait que là, on a eu un énorme boom ces dernières années. Et il faut également savoir que c'est également les prestations de services qui sont visées maintenant, puisque les entreprises en fait réalisent des services à destination. Alors je vous ai mis comme exemple les formations en ligne, l'influence commerciale, on en a de plus en plus, et les services sont réalisés dans toute l'Union européenne. Donc on a de plus en plus d'entreprises, je pense que vous l'observez dans votre activité, vous avez de plus en plus de clients qui réalisent des opérations intracommunautaires. Et donc pour ces entreprises, eh bien, il conviendra d'être bien au clair avec la réglementation locale en matière de facturation électronique, puisque comme pour nous, chaque État membre, ce que veut chaque État membre, c'est contrôler la TVA. Alors, les entreprises qui réalisent des opérations intracommunautaires établies ou non dans l'Union européenne surveilleront en priorité les règles de TVA qui sont obligatoires dans l'État, les obligations de facturation, les données des factures obligatoires et le format des factures, puisque nous, on a les fameux formats FactureX, C2I, UBL, mais les formats peuvent être différents dans les autres États membres. Le périmètre du e-reporting, on l'a dit, et les modalités. Alors, je vous ai fait un petit focus, mais on va très brièvement passer dessus sur les éléments techniques utiles. On a quelques défis techniques quand même avec l'interopérabilité. Donc nous, on est vraiment focus schématé sur les règles de TVA et sur la dimension européenne en fait de ces règles de TVA. Mais on a quand même quelques petits éléments qu'on surveille de près. C'est notamment les questions d'interopérabilité, puisque les clients aujourd'hui utilisent souvent leurs propres outils, mais on se demande est-ce que ces outils vont pouvoir se synchroniser avec les PDP ou pas? Est-ce qu'ils vont se synchroniser à minima avec la PPF? On ne sait pas, donc effectivement rester très vigilant pour que les clients puissent continuer à travailler, que leur cycle de facturation puisse rester fluide. On a aussi les problèmes d'interopérabilité entre PDP, puisque dans l'esprit du régulateur, les PDP seraient toutes interopérées entre elles, mais on voit bien qu'en pratique, les PDP ne communiquent pas tant que ça entre elles, et elles sont toutes capables et obligées de travailler avec une ou deux autres PDP, mais pour le moment, on a 63, je crois, dans la dernière publication, 63 candidats PDP, et on sait très bien que les 63 candidats PDP ne sont pas capables de s'envoyer des factures entre elles aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un élément à surveiller, être capable d'accompagner les clients dans le choix de leurs outils. Et chaque PDP a ses propres spécificités, donc chaque client aura des besoins différents. Par exemple, un client aura davantage besoin de mettre le focus sur l'archivage, donc il va chercher une PDP qui va avoir un archivage qui va répondre à ses attentes en termes de sécurité pour protéger ses données de facturation, qui va également lui permettre d'avoir un double système d'archivage au cas où il y a un problème dans le data center qui va stocker ses données. On va avoir un autre client qui, au contraire, va être beaucoup plus sensible à la possibilité de relancer ses clients parce qu'il va avoir des problèmes d'impayés. Donc, chaque PDP va vraiment avoir des spécificités qui lui sont propres. Et l'interopérabilité, encore une fois, dans un contexte européen. Donc, bien évidemment, l'idéal en attendant PayPal, si PayPal voit le jour, c'est de choisir une PDP qui est capable de travailler dans plusieurs États membres, en tout cas dans les États membres dans lesquels vos clients interviennent. Alors, bon, l'annuaire, j'en ai beaucoup parlé, donc vous pourrez retrouver la diapo sur ce sujet. Je vais passer rapidement dessus. Ensuite, vous avez les formats de facture qui sont donc à surveiller au niveau de l'Union européenne. Donc les données de facturation, on l'a bien dit, hein, c'est des données qui vont être totalement dématérialisées et structurées. Je pense que maintenant c'est assez compris, mais la facture PDF envoyée par voie électronique, ce n'est pas du tout une facture électronique. Une facture électronique, ça va être une facture qui va comporter toutes les mentions obligatoires requises par les textes. Et donc là, les textes, ça va être Code général des impôts, doctrine fiscale et également le code de commerce, puisqu'on a des mentions qui sont commerciales, pas uniquement des mentions TVA.
Ensuite, on va avoir les factures qui doivent être dans un format électronique autorisé. Donc ça, pour ceux qui choisissent de rester sur un opérateur de dématérialisation, une OD, eh bien surveiller que cette OD est capable en fait de gérer les formats de factures obligatoires, donc UBL, C2I ou FactureX. FactureX, a priori, c'est le format qui sera privilégié par les TPE-PME, puisque c'est le seul format qui permet en fait de lier en fait le format lisible par l'humain à celui lisible par la machine. Donc il y aura toujours un PDF qui sera lié au document XML. Voilà. Et donc par contre, oui, dans l'Union européenne, ce qu'on sait, c'est que les formats doivent quand même répondre à la norme EN 16931, mais après, chaque État membre l'a interprété un petit peu comme il voulait. En Allemagne, par exemple, l'obligation de réception entre en vigueur beaucoup plus précocement que ce qui était annoncé au départ. Eux, ils n'ont pas repoussé le calendrier comme nous, ils ont au contraire avancé le calendrier. Donc l'obligation de réception entrera en vigueur dès le 1er septembre 2025. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le format de facture qu'ils utilisent est beaucoup plus et c'est éloigné en fait de cette norme EN 16931. Donc bien faire attention pour vos clients qui ont des factures vers l'Allemagne. Alors, nous, ce qu'on préconise, c'est d'accompagner les entreprises à la réforme de la facturation en 7 étapes. La première étape, c'est de commencer à leur demander de nettoyer leur base de tiers. Donc, c'est-à-dire vérifier déjà la qualité des données clients qu'ils ont, parce que le pire pour vos clients, finalement, ce serait d'avoir des factures bloquées dans les PDP et de ne plus pouvoir les envoyer parce que les mentions ne sont pas conformes et parce que la PDP dit non, les mentions de facture ne sont pas présentes, donc je bloque. Donc, on va vraiment s'assurer que les données des clients, de vos clients sont bien correctes et que eux-mêmes communiquent à leurs propres fournisseurs les bonnes données. Donc ça va nous permettre de s'assurer que les factures ne seront pas bloquées. On va s'assurer que les mentions des factures sont correctement remplies. Parce que de l'expérience italienne, on sait que le premier problème qu'il y a eu lors de l'entrée en vigueur de la facturation électronique, c'est que les factures n'étaient pas complètes, elles n'avaient pas les mentions commerciales et les mentions TVA requises, et elles étaient bloquées par la plateforme, qui était la plateforme publique en Italie uniquement, et les factures étaient rejetées, elles n'étaient pas transmises pour le invoicing au client, et elles n'étaient pas transmises non plus pour le e-reporting à l'administration fiscale. Mais le pire pour vos clients, c'est dans un premier temps de pouvoir être payé, d'être bien payé pour ses prestations, pour ses ventes, et donc du coup, pour lui, c'est vraiment nécessaire que le client reçoive bien sa facture. Alors en Italie, ils ont développé la pratique des factures pro forma pour pouvoir se faire payer en attendant la mise en conformité de la facture. En France, a priori, cette pratique des pro forma risque d'être très encadrée et ça ne sera probablement pas une solution. Donc il faut que les factures soient correctement établies dès le départ. Et c'est ça qui va permettre de continuer à se faire payer vite et de pouvoir rester fluide. Donc ensuite, on sécurise les mentions fiscales, puisque forcément, il y a le e-reporting derrière, le contrôle TVA, donc ça, c'est hyper important. Pour ce faire, nous, ce qu'on préconise, c'est de demander aux entreprises dès maintenant de cartographier en fait leur flux. Et là, elles vont pouvoir déjà associer à chaque flux, à chaque opération, le bon corpus de règles TVA. Et elles vont également prendre conscience de toutes les opérations intracommunautaires ou les opérations internationales qu'elles réalisent. Et dans cette cartographie des flux, elles vont pouvoir ajouter le périmètre en fait du e-reporting dans les États membres dans lesquels elles interviennent pour bien savoir ce qu'elles doivent faire et surtout avoir une très juste connaissance de leur activité parce que ça va vraiment être le point crucial de la réussite des entreprises, du bon passage des entreprises dans cette réforme. Et donc, une fois qu'on a cette cartographie qui est réalisée sous forme d'un tableur, généralement, il peut y avoir des schémas associés ou d'autres documents, mais ce qui est important, c'est d'aller corriger le paramétrage de son logiciel de facturation. Il faut intégrer la règle et l'intégrer dans le logiciel de facturation. Alors réaliser sa piste d'audit fiable aussi également, c'est une étape qui peut être importante. On a pensé à un moment que la PAF allait disparaître avec la réforme de la facturation électronique, mais en fait pas du tout. Elle est maintenue et elle est même soutenue par l'administration fiscale.
Et ensuite, et c'est que dans un dernier temps, où elle devra en fait chercher un opérateur de dématérialisation ou une plateforme capable d'intervenir dans ces différents périmètres. Finalement, la recherche de la PDP ou d'une OD compatible avec la PPF, c'est selon nous la dernière étape. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être réalisé en amont, mais dans l'ordre de priorité, c'est la dernière étape. Là, je vous laisserai découvrir parce que on a atteint l'heure de fin et j'aimerais vous laisser poser quelques questions si vous en avez. Donc voilà, je laisse la main à Béatrice. Je vais arrêter le partage. Merci. Merci beaucoup pour votre attention. Oui, merci beaucoup Alexia pour ta prestation toujours très complète et très pertinente. C'est vrai que l'heure avance, on va juste prendre la question pour l'instant de Monique qui demandait si les médecins rentrent-ils aussi dans le processus de la facturation électronique. Non. Les assujettis, enfin les non redevables pour leurs opérations, s'ils n'ont pas justement de numéro de TVA parce que par exemple ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, comme on a eu, comme ce qui a été exposé par Nicolas Dastin en première partie, ne sont pas soumis au périmètre de la facturation électronique. D'accord, merci beaucoup. Écoutez, on a essayé de répondre au maximum aux questions. Si on en a oublié, on vous répondra par mail là très rapidement. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute. Merci à tous et nous restons à votre disposition. Vous l'avez compris pour toutes vos problématiques de TVA internationale, de facturation électronique, pour sécuriser ensemble, comme on le fait depuis plus de 30 ans, vos clients. Voilà, merci à tous et puis à bientôt. En tout cas, juste pour information, nous serons à l'Assemblée générale en septembre à Narbonne, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. Merci, à bientôt. Au revoir.